Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Toast Info. C'est Benjamin de Cryptost et je vais vous faire part des infos de la semaine en quelques minutes. Comme d'habitude, on commence par le prix, avec un Bitcoin qui est monté jusqu'à 9400 $ tout à l'heure et qui se maintient vers les 9000 environ depuis la semaine dernière, malgré quelques rechutes vers 8700. Le halving étant prévu dans 5 jours, il faudra peut-être attendre la semaine prochaine avant de voir un mouvement de marché significatif, à moins d'un changement de circonstances au niveau mondial qui soit dû à l'épidémie de coronavirus. Dans les infos de la semaine, on a d'abord un nouvel article sur Craig Wright, le plus célèbre mythomane de la crypto, publié sur medium.com par un dénommé Painted Frog. L'article en question prouve que Wright a plagié en 2017 plusieurs documents légèrement modifiés pour échapper au contrôle des logiciels anti-plagiat lorsqu'il a écrit sa thèse. Souvent, des erreurs de transcription et des oublis dans son plagiat font que sa thèse n'a aucun sens puisque Craig a notamment oublié de copier certains paragraphes essentiels et qu'il a parfois mal copié certains mots. Au vu de ces éléments, il est possible que Craig Wright voit son doctorat invalidé. L'université enquête actuellement sur cette thèse et nous verrons certainement à la conclusion de cette affaire d'ici quelques semaines. Ce n'est évidemment pas vraiment nouveau, puisqu'il avait déjà été prouvé dans le passé que Craig Wright avait commis du plagiat dans un grand nombre de documents qu'il avait soi-disant écrits. Malheureusement, une bonne partie de ses fans est déjà en plein déni de réalité, donc ce n'est pas garanti que Craig Wright disparaisse de la cryptosphère même s'il perd son doctorat. Du côté de Ripple, il y a aussi du mouvement puisque la société a été accusée de vendre des securities non enregistrées en violation de la loi fédérale américaine. Difficile de dire si ce procès ira très loin puisque la société qui a initié la procédure a visiblement été créée dans le seul but de lancer des procès dans tous les sens. L'année dernière, la même société avait lancé une procédure contre la plateforme de dérivés FTX et l'avait abandonnée au bout d'un mois. Et puis cette procédure repose surtout sur l'idée que le Ripple rentrerait dans la catégorie des securities, une question qui a été posée pour la première fois en 2018 et qui n'a toujours pas été résolue par les tribunaux américains. Je vous propose donc de revenir dans un mois, voir si la société abandonne la procédure. En ce qui concerne les réseaux de crypto-monnaies connus, cette semaine il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, elle est du côté de Zcash, puisqu'on a pu constater qu'au cours des derniers mois, le nombre de transactions anonymes a été en augmentation constante. Les chiffres sont encore assez bas, mais l'augmentation reste impressionnante. De 2400 transactions en février 2020, on est passé à 5000 en mars et 8700 en avril. Au niveau des statistiques d'usage général, on est toujours loin des sommets atteints lors du bull run de la fin 2017, mais le Zcash atteint quand même 157 000 transactions par mois. Pour mettre ces chiffres en perspective, 157 000 transactions par mois, c'est environ 60 fois moins que le Bitcoin ou 30 000 fois moins que le réseau Visa. Il reste encore donc beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est un signe encourageant. Et la mauvaise nouvelle pour la blockchain, c'est que le Stellar se trouve désormais sur le chemin de la mort de l'anonymat. La fondation Stellar vient en effet de publier le 30 avril un post indiquant qu'il mettait en place un partenariat avec la société Elliptic, qui analysera donc l'intégralité du trafic sur le réseau pour surveiller les activités criminelles. Autrement dit, vous serez présumé coupable à chaque fois que vous utiliserez le réseau Stellar à partir d'aujourd'hui. En ce qui concerne le réseau Ethereum, Vitalik Buterin vient de donner dans une interview quelques détails sur le passage à l'Ethereum 2.0 et la preuve d'enjeu. L'argument principal avancé, c'est la diminution de l'émission d'Ether, actuellement de 4,7 millions par an. Avec la preuve d'enjeu, il n'y aurait plus que 2 millions d'Ether créés chaque année au maximum. Évidemment, la mise à jour ne se limiterait pas à ça, puisqu'une mécanique d'autodestruction serait également implémentée pour qu'une partie des frais de transaction soit brûlée, réduisant ainsi le nombre d'Ether sur le réseau. En soi, ces informations ne sont pas les plus importantes au sujet du réseau Ethereum 2.0 puisque l'utilité de cette mise à jour est surtout d'améliorer les performances du réseau et lui permet de supporter plus d'utilisateurs. Mais c'est toujours bon à savoir si vous voulez investir dans l'Ethereum. Et toujours sur le réseau Ethereum, on a aussi la communauté Maker qui vient de décider d'ajouter les bitcoins enveloppés ou Wrapped BTC au système avec le jeton WBTC qui a été le premier des bitcoins enveloppés. C'est peut-être un grand mot de dire la communauté Maker puisque seuls 61 votants ont participé, mais le résultat est là. Un nouvel actif est disponible sur le système. Espérons pour eux qu'ils n'oublieront pas de prendre les précautions nécessaires pour éviter une fuite comme celle subie par des forces. Ça serait dommage après les liquidations du jeudi noir. Enfin, la dernière information importante du jour, et qui n'est pas des moindres, c'est que les États-Unis se sont penchés sur l'utilisation d'une blockchain pour les prochains votes qui doivent avoir lieu au Sénat américain. En fait, l'idée de départ est de trouver une solution pour permettre aux sénateurs de voter à distance en temps de crise. Il est notamment fait référence à l'épidémie de grippe de 1918 qui avait presque complètement arrêté le Sénat américain. Mais il n'est pas question pour l'instant de faire voter tous les Américains à distance lors des élections présidentielles. Seul le Sénat est concerné. Le document dont il est question ici est en fait un simple mémorandum. Autrement dit, c'est un résumé d'un rendez-vous entre parlementaires qui a duré une matinée.
Au sein de ce document, qui n'a aucune portée légale, la blockchain n'est pas la seule solution proposée. On envisage aussi les visioconférences à grande échelle et les systèmes de correspondance sécurisés avec un secrétaire présent dans l'hémicycle. Et malheureusement pour les enthousiastes de la blockchain, le comité semble avoir mal compris exactement ce qu'est une blockchain et quelles sont ses limites. Par exemple, l'Estonie est citée comme exemple alors que le système utilisé pour les votes par ce pays n'est pas une blockchain. Et le principe de la blockchain est surtout amalgamé avec celui des crypto-monnaies modernes, alors que la blockchain en soi n'est qu'une méthode de stockage de données qui leur confère une date. Lorsqu'elle avait été introduite en 91, il était spécifié que la blockchain pouvait être utilisée avec un système centralisé comme avec un système décentralisé, même si ce dernier était préférable dans le cas pratique envisagé par les auteurs du document. Pour en revenir au mémorandum, il y a tout un paragraphe notamment dédié à la possibilité que le réseau soit contrôlé par des forces externes et tombe entre les mauvaises mains par le biais d'une attaque 51%. Or, une blockchain mise en place par un État ne serait très certainement pas publique ni décentralisée. Aucun risque d'une attaque à 51% si les seuls participants sont triés sur le volet et tous de bonne foi. Et à partir de là, quelle est l'utilité d'une blockchain par rapport à un système de base de données plus conventionnel? Difficile à dire. Probablement aucun puisque la véritable utilité de la blockchain se révèle dans un réseau décentralisé. La seule conclusion que l'on peut vraiment avoir, c'est que XKCD avait encore raison. Et c'est tout pour les titres d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme toujours, toutes les questions et commentaires sont les bienvenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'informations.